Vous savez que les systèmes de philosophie antique, les systèmes épicuriens, stoïciens et aristotéliciens avec Alexandre, se composent de 3 grandes parties, logique, physique et éthique. Et le travail que s'assignent les philosophes durant cette période consiste précisément à jouer de ces 3 pans de la philosophie, de ces 3 zones philosophiques, pour produire le système global le plus maximalement cohérent. Et en ce sens, c'est l'intérêt de la philosophie antique, en ce sens, donc, il travaille à rendre compatibles les pans éthiques et les pans physiques, en particulier, de leur réflexion. Un exemple parmi beaucoup d'autres, le problème de la mort. Le problème de la mort est abordé de manière très différente selon les points de vue des 4 grandes écoles de philosophie antique, les platoniciens, aristotéliciens, stoïciens, épicuriens. Et la façon dont le problème de la mort est abordé est très profondément liée à la physique et à l'ontologie du sensible que développe chacun de ces grands systèmes. Je m'explique. Pour un platonicien, l'instant de passage entre la vie et la mort n'est rien du tout. C'est-à-dire que ce que Platon appelle l'instantané, en grec l'exaïphnès, n'est rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de conceptualiser le moment de passage entre la vie et la mort. La conclusion éthique ou métaphysique est immédiate pour Platon, elle est tirée dans le Phédon, c'est celle d'une certaine dissociation entre différents plans d'existence. C'est-à-dire que ce qui meurt, c'est ce qui est toujours mort en vous, c'est votre corps. En revanche, ce qui survit, c'est ce qui a toujours survécu, c'est ce qui est par essence vivant, c'est votre âme. Vous ne pouvez pas comprendre le passage du vivant au mort ou du mort au vivant. Vous devez donc dissocier les 2 plans et admettre un plan où la vie est toujours vie et un plan où, d'une certaine manière, la mort est toujours mort. L'aristotélisme a une théorie très subtile du point de passage, c'est-à-dire une physique qui introduit l'idée, en quelque sorte, de segments ouverts et de segments fermés. Pour Aristote, un instant de passage appartient à la fois au passé et au présent. Mais un état changeant, l'état de vie puis l'état de mort, un état changeant est séparé par un état qui, lui, c'est une décision fondamentale de la philosophie aristotélicienne, faite au livre 8 de la physique, par un état qui, lui, appartient à la phase seconde dans le changement. C'est-à-dire que pour Aristote, vous avez un état ouvert, un état de vie ouvert, qui se prolonge comme un ouvert, topologiquement parlant, et qui vient s'achever, pour ainsi dire, avec une séquence fermée où la mort commence. Ce qui veut dire, pour Aristote, que la mort est d'une certaine manière une conséquence de la vie, la mort habite d'une certaine manière le processus de vie, mais il y a quand même une séquence, une coupure en quelque sorte, entre la mort et la vie. Ce qui aura des conséquences fondamentales sur l'éthique aristotélicienne, sur le fait précisément que vous devez développer certaines valeurs, disons, durant ce moment où votre vie n'est pas encore sur le bord de la mort. Si vous prenez les 2 systèmes qui restent, le continuisme stoïcien absolu, vous avez les 2 autres possibilités, en quelque sorte physiologiques, qui s'offrent à vous pour conceptualiser la mort. Le stoïcisme d'abord, continuisme absolu. Les stoïciens sont les seuls philosophes de l'Antiquité qui ont admis que vous pouviez avoir 2 états contraires dans le même instant de temps. Pour les stoïciens, dans l'instant de temps où vous mourrez, alors vous êtes à la fois vivant et mort, ce que refusaient les ouverts fermés d'Aristote. Donc vous êtes à la fois vivant et mort, c'est-à-dire que vous participez d'un cosmos dont vous êtes une partie, et vous y participez à la fois par votre vie et par votre mort. C'est-à-dire que votre vie s'intègre dans une vie globale qui, en quelque sorte, la dépasse. Vous êtes continu à la fois localement et temporellement avec votre environnement direct. Les épicuriens, enfin, les atomes d'Épicure, le temps discret, la matière discrète, le mouvement composé de séquences discrètes, si vous voulez, vous avez là l'opposé du système stoïcien. Et les épicuriens vont donc développer la thèse, vous l'avez peut-être déjà rencontré quand vous avez lu des textes plus populaires des épicuriens, que la mort n'est rien pour nous. Alors c'est un topos épicurien, vie heureux, vous vous rappelez, profite de la vie puisque la mort n'est rien pour toi. Pourquoi la mort n'est rien pour toi? Parce que quand tu es vivant, tu n'es pas mort, et quand tu es mort, tu n'es pas vivant pour te rendre compte que tu es mort. Vous vous rappelez ce magnifique lieu que vous trouvez dans les textes d'Épicure conservés, mais surtout chez Lucrèce. C'est précisément la conséquence éthique d'un principe physique, c'est-à-dire d'une physique discrète. L'idée étant que, contrairement au stoïcisme, il n'y a pas un instant où tu seras mort et vivant. Il n'y a pas un instant de temps où tu pourras
à la fois donc être mort et être vivant pour contempler ta mort. C'est ça, en quelque sorte, je dirais, la grandeur de la philosophie ancienne. C'est le fait que l'on n'a presque jamais autant travaillé, puisqu'on n'avait pas de... On ne pouvait rien imposer par le haut, il n'y avait pas de Dieu tout-puissant pour vous expliquer comment le monde doit s'organiser. On n'a presque jamais autant travaillé dans l'histoire de la philosophie la nécessaire cohérence de toutes les affirmations que vous proférez, c'est-à-dire la façon dont la logique, la physique et l'éthique s'imbriquent. Alors d'où cela vient-il en quelque sorte? Si je remonte au-delà de l'époque hellénistique, je trouve tout d'abord les présocratiques, je trouve ensuite Platon et Aristote. Les systèmes ont certes cherché à l'époque hellénistique à explorer les fondements mêmes qui les constituaient. Cela n'aurait pas été possible sans une réflexion profonde sur la cohérence du discours. Et cette réflexion profonde sur la cohérence du discours s'est déployée à la croisée de deux chemins de la philosophie très ancienne, dans la philosophie ancienne, une réflexion légale, donc une réflexion sur la politique, une réflexion sur l'organisation de la cité, qui s'ancre dans une problématique très grecque, qui était celle du travail de constitution impliqué par la colonisation du pourtour méditerranéen, enfin, surtout oriental, et par un fait tout à fait remarquable dans l'histoire des idées ou dans l'histoire des sciences, qui est l'idée, si vous voulez, d'une démonstration mathématique rigoureuse. Ce sont deux événements qui se produisent au VIe puis surtout Ve siècle. Donc cette idée, non pas cette invention des mathématiques, les Babyloniens faisaient des mathématiques de haut niveau, les Égyptiens aussi, mais cette idée d'une formalisation rigoureuse de la preuve. Donc si vous voulez, cette nécessité de pouvoir contrôler tous les éléments du discours, cette nécessité de pouvoir réfléchir sur ses propres fondements, est une nécessité qui a vu le jour dans la rencontre, en quelque sorte, la rencontre ancienne d'une réflexion politique et d'une réflexion mathématique. On en trouve des traces donc, dans ces réflexions physiques, par exemple, qui s'intéressent de près au continu. On en trouve des traces dans le travail éthique postérieur. Et encore une fois, c'est, me semble-t-il, l'intérêt principal d'une étude de la philosophie antique. Donc non pas chercher un socle identitaire ou quoi que ce soit de ce type, non pas un folklore pur, voir comment des gens un peu bizarres pensaient à certains problèmes, mais étudier avec quelle finesse ils ont essayé de penser de manière rigoureusement systématique sur des questions qui ne sont plus les nôtres. Et c'est ce jeu de similitudes et de différences par rapport à notre présent philosophique qui me paraît rendre la philosophie antique intéressante. Je vous remercie.